On est cette semaine à Gatineau avec le maire Maxime Pedneau-Jobin. Bienvenue à Tribune Locale. Monsieur Maxime Pedneau-Jobin, vous fêtez en novembre, ce novembre-ci, vos 10 ans de politique à Gatineau. Vos motivations de départ ont-elles évolué? Est-ce qu'il y en a qui s'en sont rajoutés au cours de ces 10 années-là? Bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, quand je me suis présenté, c'était comme conseiller à Buckingham. Ça fait que ma première campagne, là, j'avais fait en fait toutes les portes de Buckingham en porte-à-porte. Puis j'avais quelques projets. On manquait de résidences pour personnes âgées. Je voulais qu'on ait plus accès à notre rivière. Ça fait que au début, c'était pas le même type d'engagement. Là, ça s'est transformé avec la mairie. C'est vraiment pour l'ensemble de la ville. Mais je dirais que l'essentiel reste le même. Tu sais, on a une ville qui est extraordinaire. On a un quartier qui est extraordinaire avec un potentiel à développer. Puis c'est de se développer ça qui est le défi que je me suis donné, là, puis qui avance bien, là. Vous êtes toujours un fier résident de Buckingham. Oui, moi, je vais mourir ici. Et en 2013, à la surprise de plusieurs, il faut le dire, vous avez défait Marc Bureau aux élections municipales. Aviez-vous une idée de la charge dans quoi vous vous embarquiez à l'époque avec votre parti, il faut dire le premier parti de Gatineau, Action Gatineau? Est-ce qu'on pense avoir une idée d'être maire et on en a une autre quand on est vraiment dans le siège? Oui, bien, c'est-à-dire que théoriquement, oui, on sait ce que c'est. J'avais été conseiller, j'avais vu M. Bureau travailler, mais la charge est vraiment, tu sais, ce que les gens voient, là, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, là. C'est pas... la charge de travail est immense, là, tous les jours. Puis ce qui est fou, des fois, là, c'est le type de dossier. Tu sais, je vais rencontrer un citoyen parce qu'il a tout essayé, puis il n'en peut plus, puis il est rendu au bureau du maire parce qu'il y a un problème. Après ça, je vais rencontrer, comme la semaine passée, c'était l'ambassadeur du Mexique pour parler de l'Université nationale du Mexique. Après ça, j'ai un rendez-vous avec le ministre Lacombe pour parler de la suite de la résolution à Québec. Après ça, je reviens au bureau, puis là, c'est un groupe de... Tu sais, le cerveau est en compote à la fin de la journée. La charge est énorme, est vraiment considérable. Puis ça doit avoir évolué aussi depuis 6 ans. La ville a grossi, donc il y a plus de citoyens aussi à servir. Oui, en même temps, moi, je connais plus mon travail. Tu sais, ça ne s'apprend pas à l'université. Une job de maire, ça s'apprend vraiment en le faisant. Ça fait que mon équipe est plus efficace, moi, je suis plus efficace. On a plus de capacité à cibler les bonnes priorités. Ça fait qu'on pensait que ça ferait qu'on travaillerait moins ou moins intensément, mais c'est l'inverse. En fait, on en prend plus. Ça fait qu'on n'arrête jamais. Là. Mais j'aime beaucoup ça. Là, moi, on parle de journée de combien d'heures à peu près par jour? Je travaille tout le temps, c'est-à-dire que... C'est 24 heures sur 24, pratiquement. Bien, je ne veux pas exagérer, mais disons que j'arrive tard la plupart des soirs. C'est vraiment... c'est tout le temps. Puis la fin de semaine, bien, j'essaie d'être toujours en famille, mais j'ai de la lecture à faire, je fais un peu de courriel. Là, donc la préparation pour la semaine suivante, ça fait la fin de semaine. Et la semaine dernière, c'était l'étude du budget. Il y a beaucoup de choses qui se sont parlées. Mais vous avez dit en mêlée de presse que vous étiez content du processus, que ça avait été mieux cette année, que les débats étaient plus, disons, enrichissants. Et comment vous avez fait pour en arriver là? Est-ce que c'est pas naturel que ça soit comme ça d'une année à l'autre? Non, bien, c'est-à-dire que le monde municipal change puis la ville change. À une certaine époque, le budget il était proposé, disons, dans sa plus grande partie par les fonctionnaires. Là, maintenant, on a des élus qui ont des projets, qui ont un programme. Dans notre cas, on a un cadre financier. Ça fait qu'on a des objectifs assez précis. Puis les processus, la façon de faire, la place de l'élu était assez limitée. T'sais. Puis là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de changer les pratiques pour que les élus puissent faire des demandes budgétaires carrément au printemps. Parce que souvent, ils les faisaient au moment du budget, mais il est déjà trop tard là, pour le faire pour l'année d'après. Il faut planifier, il faut... Ça fait qu'on a vraiment donné plus de place aux élus. T'sais, moi, j'aime ça déléguer. J'aime ça que les conseillers, les conseillères puissent prendre plus de place. Puis je pense que ça a marché. Où ils ont pu faire des demandes à l'avance, avoir des réponses. Quand c'était positif, tant mieux. Quand c'était négatif, on disait, bien, ça ne marchera pas pour telle raison. Soit qu'ils changeaient de plan, soit qu'ils étaient capables d'argumenter, faire quelque chose d'autre, en obtenir juste une partie. Ça fait qu'à la fin, la plupart des gens étaient assez satisfaits du budget. Puis ça, pour moi, c'est important parce que ça fait que le conseil travaille plus en équipe. Vous avez aussi quelques critiques concernant ce processus-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour
les améliorer pour que l'année prochaine, ça aille encore mieux? Bien, c'est ce qu'on essaie de faire chaque année. Là. Quand il y a des critiques, on regarde, c'est-tu des critiques pour des critiques, des fois ça arrive. Effectivement. Ou c'est des critiques, des choses qui peuvent s'améliorer. Puis dans ce cas-là, dans certains cas, je pense qu'on peut améliorer les choses, notamment en développement économique. Là, c'est un peu compliqué parce que faire des demandes budgétaires pour ID Gatineau, qui est notre bras économique, bien, ça devrait se régler à ID Gatineau avant d'aller au conseil. Là, on essaie de tout faire en même temps. C'est le genre d'affaires qu'on pourrait améliorer encore un peu. Vous avez l'intention de mettre de l'avant aussi Gatineau comme capitale nationale du plein air urbain. Qu'est-ce que ça va contenir, ce projet-là? Est-ce que ça va être seulement Gatineau ou est-ce que Buckingham, qui par exemple a la rivière du Lièvre, pourrait être utilisé là-dedans? En fait, ça concerne directement le quartier. Moi, puis quand on dit Gatineau, là, c'est tout Gatineau. On a des atouts assez extraordinaires que d'autres villes n'ont pas. On a 4 rivières, 2 lacs, des pistes de vélo, de ski de fond extraordinaires dans la ville. Puis ça concerne directement l'Est ici parce qu'on a le centre nautique, on a les Renards Blancs, on a des partenariats avec ces organisations-là. Puis avec les fonds qu'on met de côté, ça pourrait nous permettre de les aider encore plus. Puis, moi, je le sais que les deux, tu sais, ça fonctionne à l'huile de bras, là, c'est des bénévoles. Puis nous, ce qu'on pourrait faire avec ces fonds-là, c'est entre autres augmenter notre financement de base. Par exemple, pour qu'il y ait un permanent sur une plus longue période. C'est pas juste l'été quand ça... Et ça, pour moi, ça va aider vraiment l'Est parce que c'est tout l'accès à Rivière-du-Lièvre, c'est l'accès à des pistes de ski de fond. C'est notre partenariat avec l'Ange Gardien. C'est assez unique, ça, d'avoir un partenariat avec un voisin ou avec la carte d'accès Gatineau, tu peux aller faire du ski de fond chez le voisin au prix de Gatineau et vice-versa. Là. Fait que moi, ça, la capitale du plein air urbain, c'est pour tout Gatineau, mais à l'Est, ça va être un atout particulier. On parle d'un investissement de combien on a en tête? Je sais que le budget n'est pas encore... coulé dans le béton. C'est-à-dire que les actions ne sont pas déterminées, mais le budget, là, de mémoire, je pense que c'est 2,8 millions sur 3 ans ou 4 ans. Je crois que c'est 3 ans. Ça fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Il y a de l'argent en infrastructure, puis il y a de l'argent, comme je dis, en appui aux organisations locales. Puis moi, je crois là-dedans beaucoup parce que les Renards Blancs ou le Centre nautique sont meilleurs que nous autres. Là, ils connaissent le terrain, ils connaissent leur clientèle, ils ont une agilité, une capacité d'agir vite. Ça fait que si nous, on les appuie, plutôt qu'essayer de le faire nous-mêmes, moi, je pense que c'est bien mieux pour les citoyens, puis pour le contribuable, ça finit par coûter moins cher parce que c'est un partenaire de l'extérieur qui le fait. Pour moi, avec peu d'argent, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous n'avez pas de problème à déléguer des tâches que la Ville pourrait prendre, mais que des gens font déjà actuellement? Bien, puis c'est des passionnés, ils aiment ça, ils connaissent ça. C'est des gens qui, tant qu'à moi, sont capables d'amener ça bien plus loin que ce que nous, on aurait pu faire. Parlez maintenant de transport. Vous avez ajouté 3 millions pour la STO dans le dernier budget. À quoi ce 3 millions-là va servir exactement? Est-ce qu'on pense à développer de nouveaux circuits, rajouter des autobus, engager des chauffeurs? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, oui. On est une des villes qui est la plus agressive dans l'amélioration du transport en commun. Ça peut vouloir dire plus d'autobus. Ça va vouloir dire plus d'autobus dès l'année prochaine. Notamment parce que, puis on le voit à Masson, là, les gens qui sont debout dans l'autobus, dès qu'ils rentrent dans l'autobus, ils sont debout, puis quand ils descendent, ils n'ont pas la chance de s'asseoir, ou ils voient des autobus pleins de passer devant eux. Ça, c'est un des objectifs, c'est de corriger ça. Il y a aussi des projets pilotes qu'on va faire, comme le transport sur demande. Puis ça aussi, à l'Est, c'est intéressant. Une des caractéristiques de Buckingham-Masson, c'est que c'est le seul autre endroit, à part le centre-ville, où la moitié des gens habitent et travaillent dans leur quartier. Ça fait que c'est pas tout du monde qui s'en va travailler à Hull ou à Ottawa, c'est des gens qui travaillent à l'hôpital, à la commission scolaire, à l'école, etc. Ça fait que le transport sur demande peut être intéressant. Ça fait que ce 3 millions-là, c'est vraiment de continuer à faire notre part pour que la STO soit capable d'investir dans des projets comme ça. Et d'ailleurs, il y a un sondage depuis lundi dernier qui est en ligne pour la STO, si les gens veulent aller le compléter, les gens de l'Est de la ville. Et on va pouvoir voir justement si ce type de transport-là à la demande peut être efficace aussi selon les demandes. Et on parlait aussi de transport en commun. Vous avez l'air d'être très chaud à l'idée, plutôt qu'un fameux 6e lien qu'on a abordé un peu plus tôt. Ça a d'ailleurs causé quelques petites tensions.
on voit Ottawa qui a investi, on parle de milliards dans son fameux train léger, avec les ratés qu'on lui a connus aussi et qui ne sont pas encore réglés totalement. Qu'est-ce que Gatineau peut en tirer comme leçon de cette, disons-le, mésaventure que notre voisin d'Ottawa a vécue? Bien, il y a beaucoup de choses à dire dans le transport. D'abord, moi, je crois que la science est assez claire. Là. Quand on rajoute des voies d'autoroute, là, ça n'a pas de fin. On voit à Toronto, c'est 6 ou 8 voies d'un bord. Puis si je me souviens bien, c'est 7 voies de chaque côté dans la section de Toronto. Oui. C'est à combien qu'on arrête? À 14, à 21? Ça fait que pour moi, c'est important d'investir dans le transport en commun parce que c'est ça qui réussit à amener une masse de monde du point A au point B, puis qui est bon à très long terme. Tu ne rajoutes pas une voie à toutes les années. Ça, c'est la première chose à dire. Donc, pour moi, il faut investir dans le transport en commun. Un 6e lien, moi, je ne suis pas contre, mais il faut que ça marche. Tu sais. Puis quand je dis il faut que ça marche, c'est que ne faut pas que ça fasse l'effet d'une autre voie sur l'autoroute où ça marche 3 ans puis tu es stationné dessus après. C'est pour ça que ça prend un plan de transport pour l'ensemble de la région, puis ça, c'est ça qu'on est en train de faire avec la CCN. Puis encore une fois, l'Est, il y a un cas particulier. Il y a 800 000 voitures qui traversent à Cumberland-Masson chaque année. 800 000. Mm-hmm. Bien, dans les études qui sont en train de mettre à jour, le fédéral, là, le Masson n'est pas là-dedans. C'est vraiment plus vers le centre. Alors que pour moi, c'est une option. Il faut qu'on regarde ça. Là. On a déjà une voie naturelle que les gens empruntent. Ben oui. Puis construire un pont, là, c'est pas ajouter 800 000 voitures. C'est juste gérer celles qui sont déjà là, puis peut-être en prendre plus. Fait que, pour moi, le transport, c'est plate parce que les gens sont stressés, sont dans 150, je le sais, là, ça fait comme 40 ans que je fais ça, bien, disons 30. Mais il faut prendre le temps de regarder puis prendre des solutions qui fonctionnent. On ne veut pas juste se garrocher à faire des études. Il faut vraiment qu'on ait un plan qui marche. Puis ça, bien, ça inclut l'Est dans la vision qu'on doit se donner. Et puis, du côté d'Ottawa, on a un peu mis les œufs dans le même panier. Est-ce que Gatineau peut faire ça ou justement tirer la leçon de dire « Oh, on va essayer de varier le cocktail de transport ». Oui, je n'ai pas répondu à cet aspect-là de votre question. C'est sûr qu'ils ont connu des ratés, mais le Rapibus aussi, puis le Rapibus est en train de devenir un succès assez extraordinaire. Cette année, là, on pourrait finir à 9 d'augmentation d'achalandage. C'est du jamais vu au Canada, en fait en Amérique du Nord, selon le chercheur de la Polytechnique. Puis vous avez raison, ça prend un cocktail. On peut pas, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le transport en commun. Des gens qui habitent ici puis qui travaillent dans le fond d'Ottawa, puis ça leur prendrait 3 heures en transport en commun. Donc, il y a besoin d'auto. Des fois, ça peut être le vélo. Les gens au centre-ville, là, ils peuvent se promener en vélo quasiment à l'année là, si on investit aux bonnes places. C'est pour ça que, oui, ça prend plus qu'un système. Avant qu'on se débarrasse des autobus, ça va prendre bien des années. Il faut qu'on garde un système qui est efficace. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il faut faire plusieurs choses en même temps, puis l'argent ne pousse pas dans les arbres. Bien, nous, on continue cette conversation avec le maire Maxime Pedneau-Jobin tout de suite après la pause. Revenez-nous. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Impératif français présente les soirées insolites. Le bonbon culturel de l'automne, le vendredi 22 et samedi 23 novembre, au Café Bistrot Le Troquet. Voyez dramatique. On se considère tous damnés, tous confinés dans la galère. Et Manu Militari. Je fais de mon mieux vu que j'ai rien de génie. L'accent flirtelisé par l'accent. On vous attend nombreux. Pour plus de renseignements et réservations, rendez-vous sur www.impératif-français.org. Billets pré-vente disponibles également au Troquet. De retour et on continue la conversation avec le maire Maxime Pedneau-Jobin. On continue à parler de transport, un sujet que j'affectionne personnellement beaucoup. Et on a parlé de pavage la semaine dernière. Oui. Il y a eu une technique qui a été évoquée, qu'on a surnommée la lichette. C'est une technique qui consiste à, au lieu de remplir un trou et un autre, un peu faire un genre de dalmatien d'une route, de la faire au complet avec une mince couche d'asphalte.
Comment Gatineau peut tirer profit de cette méthode-là? Bien, d'abord, on le fait. D'abord, je dois dire que depuis 2013, là, on a augmenté de 72 nos investissements dans le pavage. Vraiment, là, on est rendu à 27,4 millions par année qu'on investit. Fait que ça commence à paraître un peu. Tu sais, si je regarde à Buckingham, là, on a fait Lorrain, on a fait Georges, on a fait Joseph, on a fait David. Tu sais, si on regarde fait qu'on avance. Il y a bien des gens qui m'écoutent et qui disent « Oui, mais voici la liste de ceux que vous n'avez pas faites. » là. Fait qu'il reste beaucoup de travail à faire. Mais notre défi, c'est qu'avant, on faisait aqueduc, égout, asphalte d'un coup. On ne faisait pas juste l'asphalte. Fait qu'à long terme, c'était excellent parce qu'on creusait rien qu'une fois. Fait que on économisait sur une longue période. Une intervention comme ça, là, en surface très mince, ça veut dire qu'on va enlever de l'asphalte, faire l'intervention, puis recreuser dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand le sous-sol va être fini, quand les aqueducs égouts vont être finis. Ça fait que c'est un pensez-y bien. C'est une belle façon d'avoir l'air fin comme politicien, parce qu'on fait plus de rues et les gens sont contents. Mais ce qu'on a demandé aux services municipaux, c'est dites-nous ce que ça veut dire. Est-ce que ça va coûter plus cher à ce point-là dans le temps ou si c'est une bonne chose? Parce que le problème de notre philosophie, c'est que tu fais moins de rues qui te coûtent moins cher, mais la personne qui est devant une rue qui est finie, là, c'est longtemps, là, passer 10 ans à passer d'une rue où il y a de l'herbe qui pousse. Là. Je me rappelle qu'on l'avait fait, je pense que c'était en avant de l'école Monseigneur Charbonneau. On a fait un bout parce que ça n'avait pas de bon sens. Puis c'était ça, là, c'était une intervention vraiment de surface. Ça fait que c'est un pensée si bien. Moi, je pense que dans certains cas, il faut le faire parce qu'on ne peut pas demander aux gens de passer 10 ans avec le genre de rue qu'ils ont. Mais il ne faut pas exagérer. C'est bien bon pour nous comme politiciens, là, mais il faut aussi que ça soit bon pour la finance publique. Là. Il ne faut pas que ce soit seulement une intervention en surface et qu'on se retrouve avec un problème sous-jacent. Exemple donné, un tuyau qui lâche et on doit creuser. Puis j'ai un fonctionnaire qui, pendant le bulletin, me disait, il y a peut-être, ce qu'on appelle la lichette, là, c'est vraiment une mince couche. Mais lui, il disait, entre ça puis faire aqueduc, égout, asphalte, il y a aussi d'autres choses entre les deux, où on retape un peu les fondements de la rue. Ça fait que tu en fais un peu moins parce que ton intervention te coûte un peu plus cher, mais ça peut durer 10-15 ans. Ça fait que c'est ça qu'il faut regarder aussi. Si on évoque, vous avez évoqué un retard de 1,3 milliard, d'environ 40 ans pour les infrastructures. On investit, vous avez parlé autour de 27, 28, 30 millions par année là-dessus. Ça, c'est que le pavage. Ça, c'est que le pavage. Les infrastructures en général, c'est autour de 140 millions par année. Donc, on parle d'environ un retard de peut-être 10 ans à combler selon le principe, si on fait un calcul rapide? Non. 140 millions, ça nous permet d'à peu près maintenir ce qu'on a. On ne fait même pas le rattrapage avec ça. OK. Donc, on fait un petit bout de rattrapage. Puis là, on va accélérer un peu parce qu'on a fini nos usines, qui étaient des grosses dépenses. Ça fait que ça va nous permettre d'aller un peu plus vite sur le réseau routier. Mais c'est pour ça que moi, je me bats pour un point de TVQ. Je me bats pour qu'on ait beaucoup plus d'argent. Puis il y a un chiffre, tu sais, souvent les gens, puis c'est correct parce que c'est ma job, mais accusent le maire, tu sais. Mais les villes gèrent 60 des infrastructures publiques, puis ils reçoivent 8 des taxes et impôts. La mathématique, elle ne marche pas, là. Tu sais, je ne peux pas avoir autant de responsabilités puis aussi peu d'argent. C'est pour ça que nous, on a demandé au fédéral d'augmenter les fonds en infrastructure. Même chose à Québec. Nous, on en met plus. Là, le point de TVQ, la croissance du point de TVQ qui vient de nous être transféré, ça va nous donner un certain nombre de millions de plus. Mais le rattrapage, ça va prendre du temps. Là. Est-ce qu'on va finir par le rattraper, ce retard-là de 40 ans? Bien, moi, je pense que oui, parce que les gouvernements ont fini par comprendre que plus on attend, plus ça coûte cher. Ça fait qu'Ottawa a doublé les montants l'année passée. En fait, il n'y a jamais eu autant d'argent qui arrive d'Ottawa pour les infrastructures. Québec comprend aussi. Le point de TVQ, pour moi, ça va être un gain important. On va y arriver, mais j'insiste, ça prend de l'aide aux villes. Ça ne peut pas être nous autres. Ça ne peut pas être la taxe foncière qui paye tout ça. On va avoir des taux de taxes extraordinaires. Oui, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Mathieu Lacombe récemment a passé une motion à l'Assemblée nationale qui disait en tout point que l'Outaouais avait un sous-financement ou avait été sous-financé durant les dernières années. Comment on peut expliquer qu'on a été oublié comme ça?
Ah, c'est une longue histoire. En gros, c'est parce que pendant des années, le gouvernement du Québec ne voulait pas investir en santé et en éducation ici parce qu'il disait allez de l'autre côté de la rivière, vous avez ce qu'il faut. Allez à Ottawa. Et on va payer pour. Ils ne payent pas pour, justement. Non, ils ne payent pas pour. Nous autres, on allait à Ottawa, ça fait que les dépenses se faisaient par le gouvernement d'à côté. Ce que ça fait, c'est qu'on a des hôpitaux qui sont moins bien équipés, qui ont moins de ressources. En fait, on a moins de lits que l'autre côté. En éducation, ça fait que l'UQO est 15 ans en retard sur le reste du réseau de l'Université du Québec. Puis, ce que M. Lacombe a fait, pour moi, politiquement, c'est fort. Là. On n'a jamais vu une résolution avec des mots aussi forts qui reconnaissaient ça. Puis quand tu reconnais ça, puis que tu es le gouvernement du Québec, bien, tu reconnais aussi que tu as une responsabilité pour le changer. Puis c'est pour ça que, tu sais, des gens disaient, bon, c'est toujours bien que de la politique. Bien, la semaine d'avant, on était à Québec déjà pour rencontrer des ministères pour voir comment ils peuvent corriger ça. J'ai d'autres rencontres, c'est la semaine prochaine ou l'autre après, en éducation, où je rencontre avec l'UQO, le ministre de l'Éducation, pour que ça ne soit pas juste de la théorie, puis que ça soit des millions qui arrivent chez nous. Puis pour moi, c'est important parce que c'est nos jeunes qui vont étudier. Des fois, c'est en Ontario, des fois, c'est ailleurs au Québec, puis qui ne reviennent pas nécessairement. Quand ils vont en Ontario, il y en a 25 % que la certification n'est même pas reconnue, ils ne peuvent pas revenir travailler ici. Fait que c'est une perte de cerveau. En santé, c'est nos mamans qui accouchent de l'autre côté. C'est 110 millions qu'on donne par année pour financer le réseau de santé ontarien. 110 millions, là, ça fait des milliards assez vite. Fait que moi, je suis très enthousiaste. J'ai bien confiance dans M. Lacombe et dans le gouvernement. Il va falloir qu'on passe de la parole aux actes. Mais disons que la parole est forte, puis les actes ont à peu près commencé. Là. Donc, il faut dire que, comme l'expression le dit, il faut que les bottines suivent les babines. Tout à fait. Effectivement. C'est bien beau de dire... oui, on a sous-financé, mais il faut corriger le tir. Vous avez aussi un problème d'effectifs à la Ville de Gatineau, comme tout le monde. On a des manques au niveau d'une pénurie de personnel. Mais vous avez un plan qui, quand même, est très intéressant pour refaire ces effectifs-là et les continuer. Vous pouvez interchanger assez facilement des postes. Vous l'avez mentionné la semaine dernière en mêlée de presse. Que les employés pouvaient continuer de prendre un dossier qu'un collègue avait pris si, exemple donné, la personne est absente. Oui, c'est un gros défi, la pénurie de la main-d'œuvre. Puis au moment où on se parle, on a un problème avec de Richebourg qui ramasse nos composts vidanges. Puis leur plus grand problème, c'est ça, c'est qu'ils ne trouvent plus de monde. Ça fait que c'est un contractuel qui veut faire son travail, mais qui est pris avec le même problème que nous, de pénurie de main-d'œuvre. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'ajouter de la flexibilité dans nos conventions collectives, puis en fait, c'est surtout dans notre organisation du travail, pour que, comme vous le disiez, quand il y en a un qui part, qui tombe en congé, qui est malade, ou quand il y a un poste qui est vide, son voisin peut occuper le poste parce que les descriptions de tâches ressemblent, parce qu'ils travaillent plus en équipe, ils sont capables de se remplacer les uns les autres. Ça, on est obligé d'être extrêmement créatif parce que la pénurie de main-d'œuvre, elle nous fait mal. Combien d'employés auriez-vous besoin pour combler ces manques-là actuellement? Est-ce que ça a été chiffré? Oui, mais je ne l'ai pas en tête. Désolé. D'accord. Mais il en manque certains, ça. On est sûr qu'il en manque. Oui, les gens qui cherchent un emploi à la Ville de Gatineau, on embauche. Là. Et aussi, on a des relations avec notre voisin immédiat qui est Ottawa, grosse ville, capitale nationale. Et comment se passent les relations avec la ville voisine et aussi avec son maire, Jim Watson? Ça va bien. On a vraiment réussi à construire quelque chose au cours des années où, avant, c'était un peu l'indifférence réciproque. Là, on travaille ensemble en développement économique, on travaille ensemble en tourisme, en transport. En transport, on a beaucoup travaillé pour essayer de mieux arrimer le système de transport en commun. Là, on est en train de travailler justement à cette vision-là d'avenir pour l'ensemble de la région. Oui, moi, je pense que c'est un des succès des dernières années, ça, d'avoir m'être assuré que les villes travaillent plus ensemble. Et aussi, au niveau, on a parlé de transport intermunicipal, est-ce qu'on peut penser avoir une collaboration plus complète pour, exemple donné, passer avec la carte de la STO au niveau de la OC Transpo? Ça se fait déjà. Ça se fait déjà? Ah oui, toute la tarification, les cartes, les transferts, tout se fait, c'est tout intégré. Puis ça, c'est un des beaux succès aussi des dernières années. Cet aspect-là, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand eux ou nous, là, on conçoit des circuits d'autobus, il faut penser aux usagers qui arrivent de l'autre côté de la rivière. Des fois, des gens qui vont, je ne sais pas moi, à Kanata,
c'est assez dur parce Effectivement. qu'ils se rendent jusqu'à un certain point, puis après ça, c'est tout un... Le système n'est pas conçu en fonction d'eux. C'est ça qu'on essaie de corriger. Et vous avez mentionné que vous aimeriez faire un 3e mandat. Parce qu'à Ville-Gatineau, j'ai parlé un peu ici et là, parce que, bon, je suis d'ici, ça a l'air d'être assez compliqué. Les gens aiment le changement beaucoup. Et puis, 3e mandat, moi, je me suis promené aussi un peu à travers la ville. Et quand je mentionnais que je allais vous recevoir en entrevue, souvent, quand on nomme votre nom, moi, d'emblée, on me dit « Ah, lui, je l'aime pas ». Et quand j'essaie de trouver le pourquoi, c'est un peu moins clair. On dirait que les gens sont un peu réfractaires, mais pourquoi, quand vient le temps de développer un argumentaire, ils ne savent peut-être pas pourquoi. Peut-être, vous n'avez peut-être pas... ce que j'ai pu comprendre entre les lignes, c'est que vous n'êtes peut-être pas le maire flamboyant et un peu comme, on avait Régis Labombe à Québec ou Denis Coderre et même Valérie Plante à Montréal. Vous êtes un peu plus terre à terre et puis vous n'y allez pas de déclarations incendiaires aussi non plus, vraiment. Non, puis en politique, là, c'est dur de voir parce qu'il y en a qui m'aiment beaucoup, il y en a qui m'aiment pas, il y en a qui m'aiment pas mais qui me respectent, il y en a qui m'aiment mais qui votent pas pour moi. Tu sais, ça... Je sais pas, moi, d'abord, ça fait 2 mandats. 2 mandats, bien, c'est bien des décisions. Tu sais, le politicien qui n'a pas d'adversaire, là, c'est un politicien qui ne prend pas de décision. Moi, j'en prends. Ça fait que ça veut dire que j'ai un certain nombre de personnes pas contentes. Mais je ne sais pas, il n'y a pas eu de sondage récemment. Moi, je pense que la ville est en croissance. Je pense que globalement, les gens sont fiers de où la ville s'en va. Après ça, avec quels politiciens ils veulent faire le chemin, ça sera à eux de décider la prochaine. Donc, on peut le confirmer, vous allez vous présenter dans 2 ans, il vous reste 2 ans quand même. C'est-à-dire que c'est trop tôt pour parler de ça. Tu sais, le journaliste m'a demandé, j'ai dit, si j'avais décidé aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Tu sais, il faut s'adapter au changement climatique, la ville peut en faire plus. Il y a des enjeux de transport, c'est loin d'être fini. Puis moi, je suis dedans jusqu'au cou, puis j'ai le goût de rester un bon bout de temps pour finir les projets. Mais me mettre en mode électoral à 24 mois des élections, c'est vraiment trop tôt, là. Ça va bien au conseil, puis je veux que ça reste comme ça. Bien, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission. On va vous revoir, c'est clair et certain. On va vous réinviter. Bien, merci d'avoir été là. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tribune locale. Soyez là. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble.